Mais voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. C'est le dernier jour, l'avant-dernier jour du mois de février. Et puis, à partir après-demain, on sera en mars. Aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Madame Origine Saint-Maxime. Bonjour. Bonjour. Elle est chef du pôle aide et action sociale, la direction des personnes âgées, personnes handicapées. Donc, un beau travail qu'elle a fait au conseil départemental. Ensuite, on va recevoir Claude Louba, animateur du centre social de Moudong, ville de la ville de Bimao, bien évidemment. Marie-Hélène Solomon aussi sera avec nous. Il est adjoint au maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Et un peu plus tard, on va recevoir Iman Soudan pour sa chronique InPower. Sinon, l'actualité, c'est la mobilisation encore. À Cabana Beach, c'était pour lui ce week-end. Visiblement, ce problème-là n'est toujours pas résolu. Il y a une grosse animation ce week-end, on en parlera. Il y a eu l'hommage aussi à Capesterre de Sonny Rupert. Sonny Rupert, c'est un poète guadeloupéen décédé 25 février 1991. Il avait 50 ans. Et chaque année, les patriotes et les nationalistes lui adressent un hommage sur sa tombe à Capesterre. On en parlera. Et puis, on fera la fête du pois à Anse-Bertrand. Si on peut manger pois d'Athénie, pois qu'on conne, et même pois de conne d'ailleurs, à Lens-Bertrand. Et c'était vraiment une manifestation de qualité. On en parlera dans un instant. Aujourd'hui, il y a un focus. Aujourd'hui, oui. Un focus est sur la République dominicaine, je crois. Et la République dominicaine qui fête son indépendance aujourd'hui, c'est un... non, ça c'est pour demain, ça, c'est mardi. Ça c'est demain, ça. Demain, ce sera l'anniversaire de Carloman Bassett. Bon, on reviendra tout à l'heure sur la République dominicaine. Pour l'instant, on va parler avec Madame Saint-Maximin. Alors, je disais que vous avez beaucoup de travail. Hein. Beaucoup, Oui, beaucoup. Mais nous sommes là pour répondre aux besoins de la population guadeloupéenne. Oui. Donc, pour ça, il y a beaucoup Comment ça s'organise Donc, c'est un pays qui vieillit, justement. C'est un pays qui vieillit, et oui, malheureusement. Mais le conseil départemental, chef de file de l'action sociale, développe une politique en faveur de l'autonomie des personnes âgées. Oui. Donc, entre autres, parmi plusieurs... Ça s'appelait la PA avant? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Donc, c'est autre chose? C'est encore autre chose. Oui. Donc, le conseil départemental a plusieurs dispositifs en faveur des personnes âgées, dont l'aide ménagère, oui, dont on va parler aujourd'hui. Alors, alors, les gens qui vous regardent, ils peuvent faire appel à vos services pour avoir une aide ménagère, par exemple? Tout à fait. Donc, dans un premier temps, je vais expliquer ce que c'est. Donc, avec l'âge, il faut savoir que beaucoup de personnes âgées ont des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Oui, tout à fait. Donc, le ménage, même le repas, oui, c'est vrai. Et même les courses, se déplacer pour aller dans une administration. Oui. Eh bien, mais pour autant, elles souhaitent quand même rester à domicile. Oui. D'accord? Eh bien, justement, l'aide ménagère permet de faire intervenir un professionnel qualifié au domicile de la personne âgée. Oui. Voilà. Je vais expliquer les conditions pour obtenir l'aide ménagère, les critères, puisqu'il y a des critères. Donc, tout d'abord, c'est une demande qui se fait au Centre communal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé. La première demande, d'accord? Ensuite, donc la personne monte un dossier avec des pièces, à savoir carte d'identité, justificatif de domicile, certificat médical, justifiant le besoin d'une aide ménagère et les ressources. Les ressources, pourquoi? Parce que c'est une aide qui est soumise à condition de ressources. Il y a un plafond à ne pas dépasser, d'accord? Ce plafond est de 1 058 € pour une personne seule et 1 642 € pour un couple au 1er janvier 2023. C'est un montant qui varie. Hein? Donc voilà, cette aide concerne les personnes âgées de 65 ans et plus, et les personnes de 60 ans reconnues inaptes au travail, donc qui justifient un besoin d'aide plus tôt. Donc voilà, il faut savoir que l'aide ménagère est une aide qui n'est pas compatible avec l'APA, dont vous parliez tout à l'heure. Donc l'APA, qui est l'aide personnalisée à l'autonomie, ce sont deux choses totalement différentes. Elles sont pas voilà, vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas avoir l'APA et avoir l'aide ménagère. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Lequel est plus intéressant?
Eh bien, écoutez, tout dépend de la situation. L'aide ménagère est servie à hauteur de 15 heures par mois. 15 heures par mois, ça fait quoi? 1 heure à peu près, même pas 1 heure par jour? 1 heure à peu près par semaine. Voilà. 1 heure par semaine? Non, voilà. Parce que, non, pas 1 heure par semaine. Environ 2 heures par semaine. 1 heure par semaine. 1 heure et demie par semaine. 1 heure et demie par semaine. D'accord? L'APA, c'est tout autre chose. L'APA est accordée en fonction du degré d'autonomie de la personne. D'accord? Donc, si c'est une personne âgée qui fait une demande, mais qui est chez elle et fatiguée, mais autonome, on va plutôt prétendre à l'aide ménagère. D'accord? Tandis que pour l'APA, si la personne est beaucoup plus dépendante, la personne prétendra plus à l'APA et par contre, avec l'APA, elle pourra peut-être avoir plus d'heures d'aide ménagère. Mais ça, c'est un autre dispositif qui ne fait pas partie de mon service. D'accord. Alors, juste une question, parce que ce dont vous parlez, parce qu'il y a dans certaines communes des associations qui font ce que vous proposez là. Justement. Donc, j'allais en venir. Oui. J'allais y venir, justement. Effectivement, il y a des associations agréées par le conseil départemental. Les personnes âgées donc, passent par ces associations pour bénéficier de l'aide ménagère de droit commun. Oui. Voilà. Alors, je vous ai posé cette question parce que souvent, j'ai entendu dire que au niveau de la formation, c'était pas top et que les gens venaient, ils faisaient, mais enfin, les gens qui accueillaient n'étaient pas satisfaits. Alors, est-ce qu'au niveau de votre service d'aide ménagère de droit commun, il est prévu une formation ou bien un dispositif pour qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil départemental passe par ces associations. Ah, d'accord. D'accord? Donc, les personnes âgées passent par l'association pour bénéficier de leur aide ménagère. Ce ne sont pas des personnels du conseil départemental, d'accord? Pour autant, nous avons un regard. Donc, dès lors où les personnes âgées nous alertent, nous préviennent, nous faisons remonter aux associations. Oui, parce que non, je ne vais pas insister, mais en fait, le problème qui se posait, c'est que beaucoup d'associations ont été créées, comme on dit ici, blippement, et il n'y a pas eu de formation. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas toutes agréées par le conseil départemental. Il y a certaines qui fonctionnent sans l'agrément, mais celles qui fonctionnent avec l'agrément, nous avons quand même un regard sur ces associations. D'accord. Alors, cette aide ménagère de droit commun, finalement, qui paye? C'est le conseil départemental ou la personne âgée? Alors, qui paye? Donc, le conseil départemental prend en charge, je vais vous dire, 95% des frais d'aide ménagère et une participation est laissée à la charge de l'intéressé, à savoir au 1er janvier 2023, 38,40 € par mois. Par mois. Oui. Sinon, il y a 800 et quelques pour le conseil départemental, à charge du conseil départemental. Et ça fonctionne déjà? Oui, l'aide ménagère, mais bien sûr, c'est un dispositif qui fonctionne depuis des années. Donc, les gens qui vous regardent en ce moment peuvent tout de suite s'adresser à vos services. Peuvent tout de suite se rapprocher du centre communal d'action sociale de leur commune, qui montrera un dossier et qui nous enverra le dossier. Le dossier sera étudié, comme je vous ai dit. Il est soumis à conditions de ressources. Oui. Voilà. Dès lors où la personne répond aux critères, le dispositif se met en place très rapidement. Justement, j'allais vous poser la question, combien de temps? Combien de temps? Alors, un dossier qui nous arrive complet avec toutes les pièces, je vais vous dire, en 15 jours, la personne peut bénéficier de son aide ménagère. D'accord. Voilà. Et cette aide ménagère, sur combien de temps ça dure? Donc, la personne obtient une décision d'admission favorable pour une durée de 5 ans. Ah, quand même. Renouvelable tous les 5 ans. Oui. Et le renouvellement, la personne n'est plus obligée de passer par le CCAS pour le renouvellement. Nous avons allégé les procédures. La personne interpelle directement l'association qui nous envoie les pièces par mail et donc ça se fait automatiquement. Alors, autre question.
Je connais une commune, je crois que c'est Vieux-Fort, où il n'y a pas de CCAS. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, la personne se rapproche de nous. C'est-à-dire? C'est-à-dire du conseil départemental, de mon service et demande pour l'aide ménagère. Et puis, nous récupérons les pièces. À titre exceptionnel, quand il y a des difficultés dans un CCAS, Oui. nous n'allons pas laisser les personnes en difficulté. Ah ben, j'imagine bien. D'accord? Bon. Voilà. Bon, donc, de votre point de vue, les choses sont en place et fonctionnent bien. Oui, 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 très, très bien. C'est un dispositif qui est relativement rapide. J'ai 2 collaborateurs sur ce secteur qui sont très réactifs, que je salue d'ailleurs, Oui. qui sont très, très réactifs et c'est une affaire qui Et ça, roule. ça se passe avec le bureau qui est à Basse-Terre, Avec le bureau qui est à Basse-Terre, tout à fait. les gens qui sont en Grande Terre. Les gens qui sont en Grande Terre, en principe, nous envoient les pièces. Comme je vous dis, se rapprochent de leur mairie. Voilà. Il y en a. En fait, c'est CAS ou CCAS, Oui. on dit les deux. C'est CCAS quand il y en a. Et ils se rapprochent de leur CCAS. Et puis, on n'a jamais rencontré de difficultés majeures. Dernier point. Vous avez une idée du nombre de personnes qui bénéficient en ce moment de ce dispositif? Aujourd'hui, nous avons 280 personnes à peu près qui bénéficient de ce dispositif. C'est pas beaucoup. Mais c'est un dispositif qui est... Qui a monté en progression. Comme vous m'avez dit au début, nous sommes une population vieillissante. Oui, justement. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui est amené à prendre de l'ampleur. Et voilà, donc voilà, nous sommes là pour répondre à la population guadeloupéenne. Alors, en général, quand des gens comme vous viennent ici, on m'appelle après pour me demander est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut. Oui, bien sûr. Je vais le noter, 0590 90 99 99 77 92. 92, d'accord. Voilà, donc ils ont de la chance. Là, je donne le numéro du chef de service directement, donc mon numéro. Bon, ben, tout est dit, Madame Saint-Maximin. On vous remercie d'être venue. Merci à vous. Nouvelles aux gens qui en ont besoin. Oui, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous sommes là pour répondre à vos besoins. Et d'une manière générale, vous répondez. Bien. Tout à fait. Merci. Il est déjà 12h45. On revient à l'actualité. L'actualité, c'est, je vous disais, cette mobilisation à Cabana Beach. C'était ce week-end à Port-Louis. Vous savez qu'il y a eu un problème avec ce lieu, puisque sur la plage, le maire n'était pas d'accord pour l'installation de Cabana Beach dans les conditions auquel ça s'est fait. Il y a eu une petite polémique, des échanges. Le maire lui-même a fait une communication très précise là-dessus, proposant même aux gens de Cabana Beach d'aller un peu plus loin sur le littoral, mais ça ne s'est pas fait. Et au moment où je vous parle, la mobilisation continue. Reportage tout de suite avec Désir Boucou. Des Guadeloupéens ont décidé de se rassembler à la plage du Souffleur, devant le cabana. Donc, chose normale, on est avec eux, on soutient la cause. Merci encore surtout. Merci pour tous les gens qui se sont déplacés, qui ont pris le temps. On sait qu'on est en période de carême, période qu'on respecte aussi. Et malgré ça, les gens ont décidé de venir apporter le soutien. Donc voilà, on peut que dire merci et merci encore. Ce soir, c'est la Guadeloupe qui a décidé de se mobiliser pour soutenir des entrepreneurs guadeloupéens parce qu'ils estiment que leur combat est juste, ils estiment que leur initiative est productive et bénéfique pour la Guadeloupe. Et la Guadeloupe a décidé de venir. Ce n'est pas ni de notre fait, ni de mon fait. Et je ne vais pas dire d'objectif si ce n'est qu'un objectif de soutien. Je suis arrivé sur un coup de tête. J'ai demandé au patron, qui Nicolas Semar, je lui ai demandé un poste pour, on va dire, pour 2 jours. En gros, je suis venu le voir, je lui ai dit j'avais besoin de 2 jours, si possible, vu que j'avais 2 enfants j'ai 2 enfants à élever, tu vois. Et il m'a dit OK. Et du coup, je suis là depuis un bon moment. Et à l'heure actuelle, là, je me demande, comment je vais faire. On est sous le coup d'une fermeture administrative de 4 mois. Et il y a des Guadeloupéens qui trouvent ça aussi injuste que nous et qui ont décidé de venir aussi exprimer leur mécontentement. Et du coup, ce soir, on a le rassemblement d'un tas de Guadeloupéens sortis de partout et de jeunes de Port-Louis, de personnes de Port-Louis qui sont venus soutenir la cause. C'est des sentiments, des appréhensions des choses et qu'au bout d'un moment, en tant que Guadeloupéen, on a envie d'avancer.
on a envie d'exister, eh bien, il faut nous foutre tous ces bites-là ça à côté. Que les mauvais sentiments, jalousie, méchanceté, l'envie de se nuire les uns les autres, c'est des bites qu'il faut nous mettre à côté parce qu'il y a une certaine positivité qui est en Guadeloupe, qui est disponible et que si jamais nous laissons ça partir, eh bien, nous qui filons nous, mais à 100%. C'est ça, en visite les Guadeloupéens. Voilà, donc c'était ce week-end sur la plage de Port-Louis. Visiblement, il y aura peut-être d'autres réactions. On va continuer à parler un petit peu de l'actualité, puisque il y a la mobilisation autour de la tombe de Sonny Hooper. Sonny Hooper, je vous l'ai dit, c'est un poète guadeloupéen mort en 1991, à 50 ans. C'est un 25 février. Et chaque année, à la même période, les patriotes, les amis de Sonny Hooper, ses parents, puisque Sonny Hooper a été un militant indépendantiste patriote très engagé, c'est aussi un poète guadeloupéen, c'est un dramaturge, c'est un homme de la littérature et sa poésie a marqué l'époque. Et donc chaque année, à la même période, des Guadeloupéens se rendent sur la tombe de Sonny Hooper pour pouvoir exprimer on va dire leur soutien et le regret, le vide qu'il a laissé, puisque parti un peu trop tôt, il n'a pas eu le temps d'exprimer toute sa poésie. Alors il faut savoir quand même que Sonny Hooper, il y a des poèmes encore de Sonny Hooper qui sont entre guillemets dans la nature. Le livre il y a eu 2 ouvrages qui ont paru sur Sonny Hooper. Il y a eu d'abord l'ouvrage de Ronald Selbon, et puis il y a eu aussi l'ouvrage de Carloman Bassett. Tous les deux ont fait une biographie de Sonny Hooper. Ce sont des ouvrages qu'il faut lire. Reportage à Capester, c'était Vianney Valverde, on regarde. Je dis là, nous en cimetière Capester, d'avoir nous songer Sonny Hooper, qui m'a une idée aujourd'hui l'année, c'était en 25 février. Et grand Guadeloupéen là ça qui gourmet en l'eau pour pays et puis qui gourmet pour d'autres pays passer la terre, mais peut pas arrêter dans l'oubli. Donc quand chaque année nous assemblés qui c'est les organisations patriotiques, qui c'est d'autres organisations, qui c'est aussi famille et amis on a la relation pour rendre hommage, pour faire connaître aussi travail et l'esprit à Sonny, d'avoir même si Sonny mort, mais l'esprit là, travail là, et ça a été vrai pour pays Guadeloupe. Doit être continué. Donc c'est là, travaillant aujourd'hui là, qui pigène, qui j'ai l'âge, rester dans la relation pour pays l'avancer. Rencontre moi avec Sonny, il fait après les événements 67 en Guadeloupe. Et en France, en moment là, ça, avec un certain nombre de camarades. Et il faut organiser défense à ces camarades-là qui étaient emprisonnés là. Et donc, nous travaillons en ce sens là. Et nous rencontrons un certain nombre de monde en Guadeloupe, de personnalités, aussi bien avocats, qui est également des représentants de l'État algérien, qui étaient sortis obtenir l'indépendance. Et c'est le lien-là qui naît entre moi et Sonny. Son phare, et puis c'est aussi son ami, son collègue, en étant fait l'école en même temps que Sonny, en étant aussi milité, puis Sonny qui s'est écrit des articles, c'est aussi à un coup de main d'avoir Sonny à pas tout le monde qui était qui apporte plus mes points de bic, son bouc était très pratique et aussi des bons moments de vie. De drive, de marcher en babois. Tout ça, c'était la vie de militance et puis Sonny, envie qui fait de beau cantage, qui fait aussi de partage et d'apprentissage. On loue apprentissage là dans l'écriture, ainsi créole, ainsi, mais ça pays là, il y a aussi d'autres pays, ainsi la terre. La Sonny visiter, militer, qui c'est l'Algérie, qui c'est qui bat. Voilà, Sonny Hooper décidé, donc je vous l'ai dit, le 25 février. On va prendre la pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va faire un focus sur Santo Domingo. Je le dis, c'est l'anniversaire de la date d'indépendance de ce pays, mais ce sera tout à l'heure après la pause. Voilà, on est revenu sur le plateau du ZCL et on attendait Iman. Enfin, elle est arrivée après un mois d'absence. Bonjour Iman. Bonjour Dani. On t'est passé comme ça. On est là. On est là. On est en bas fait. Ah, il fait carnaval pour tout le monde. Ah ouais, il fait carnaval Bastet. On va pas courir. Ouais, exactement. On va pas courir. Ouais. Alors, je courais, mais pas à Bastet. Je courais à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre, ça va? Pas trop fatigué?
Non, ça va, en pleine forme. Franchement, moi, ça m'a donné beaucoup de pêche. D'énergie. D'énergie, vraiment. Bon. Le carnaval, c'est énergivore, on dit, mais en même temps, ça donne de l'énergie. Énergisant aussi, c'est purifiant. Enfin, sur plein de niveaux. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais avec Jean-Luc Divial, c'est vrai qu'il avait parlé de le côté purification du carnaval, etc. Enfin bref, c'est une diversion. Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler du pardon et comment pardonner. C'est un gros... Toutes sortes de pardon? Oui, parce que pardonner, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de blessures émotionnelles, de se faire le cadeau de donner sa responsabilité à l'autre aussi. Voilà, donc c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Si par exemple, je fais quelque chose de grave à quelqu'un, je me fais pardonner. C'est la personne qui me pardonne et puis après tout est réglé? Ah non, mais c'est pas en fait oublier ou effacer, en fait. C'est se faire... Alors, on va passer en revue la petite vidéo qui va expliquer, soutenir mon débat. Oui. Justement, en fait, déjà, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, ça vient de... comment dire, ça vient du latin donner complètement, c'est-à-dire faire grâce, absoudre une faute, on va dire. Oui. Voilà. Je vais me détacher d'un contenu religieux. C'est pas du tout c'est pas du tout le propos aujourd'hui. Oui. C'est vraiment comment le pardon peut m'aider à être mieux, à être plus heureuse et à sortir de ce sentiment de rancœur, de culpabilité en fait qui peut plomber en fait et empêcher d'obtenir ce qu'on veut et de se réaliser en fait. Alors il y a plusieurs façons de voir le pardon. En effet, on peut voir le pardon de façon erronée comme étant quelque chose qui c'est un peu tendre l'autre joue, c'est comme si il s'est rien passé en fait. On doit arrêter le pardon comme ça, on n'en parle plus, on met un mouchoir sur la situation, on passe à autre chose. Et en fait, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est pouvoir faire absoudre un peu la douleur qu'on porte en soi, le poids en fait et tout cette colère qu'on peut avoir en fait pour ce ressentiment, cette jalousie qu'on peut porter. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça fait aussi sortir de la victimisation de « oh mon Dieu, on m'a fait ça ». D'accord. On m'a fait ça et en fait, c'est pas totalement juste parce que dans une relation, on est deux, il y a toujours, on va dire, un équilibre ou en tout cas un échange qui se fait et reconnaître sa part d'erreur aussi dans la situation, ça peut être confrontant parce que c'est plus facile de se dire que c'est l'autre qui a fait et moi, j'ai rien fait dedans. Par exemple, si c'est l'infidélité... C'est la mauvaise foi, ça. Mais c'est réel, c'est humain. C'est complètement humain en fait, parce que c'est naturel. Je vais porter la faute sur l'autre personne plutôt que de dire moi j'ai fait aussi une part et ça vient heurter quelque chose en moi. Donc ce quelque chose en moi, c'est souvent une blessure émotionnelle qui a été vécue, pas forcément consciemment, mais plutôt inconsciemment. Il y a plusieurs blessures dont on parle, des blessures émotionnelles comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Et c'est vrai que ça peut faire écho à une blessure qu'on a déjà vécue par l'enfance, qui est encore lourde et qui peut invalider ce sentiment de bien-être. Et donc, c'est important de passer par un vrai pardon. Parce qu'on peut dire, je te pardonne, mais en fait, on ne le pense pas. Oui, c'est ça. Ça arrive souvent. Oui, souvent, effectivement. Souvent, parce donc, il y a le vrai pardon. Le vrai pardon, c'est guérir la blessure, c'est faire le choix de passer à autre chose. Oui. C'est se concentrer sur soi aussi. Qu'est-ce qui est important pour soi? Parce que c'est lourd à porter, la colère, la jalousie, le ressentiment, l'esprit de vengeance. En fait, ça maintient la personne un peu dans une énergie négative bloquante, en fait. Voilà. Et en fait, c'est important de se pardonner parce que c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi, de se libérer de ce poids-là, pour pouvoir dire, OK, je coupe le lien qui m'unit à cette personne, qui n'est pas positif pour moi, et je me mets d'abord moi en priorité, je prends le leadership de ma vie, en fait, je reprends le pouvoir sur la situation.
Et c'est aussi ça, de se pardonner, c'est OK, je suis responsable d'une certaine part de cette douleur, mais j'ai vraiment envie de me libérer de cet espace et de passer à plus de douceur, de compassion envers moi-même, pas forcément l'autre. En fait, c'est pas l'important, c'est pas l'autre, c'est moi, comment je me sens en fait et comment je veux me soulager. Parce que, en fait, le but de tout le monde dans la vie, je crois, c'est de se sentir bien, heureux et de passer à autre chose. Ça nécessite parfois une introspection profonde et c'est un vrai travail psychologique, un processus. Donc, c'est OK aussi de se dire que là, je suis pas prête à pardonner. Oui. Ça arrive parce que c'est peut-être pas le moment. Et on va voir les étapes du pardon. En fait, c'est déjà de reconnaître que ce sentiment de trahison, ou la situation comme elle est, ou la personne qui vous a fait du mal, que ce soit infidélité ou elle vous a porté tort, ou d'une certaine façon, c'est reconnaître que vraiment cette situation-là vous a affecté en fait. Et c'est déjà OK de dire, de pas cacher, de pas être dans le déni en fait de la situation pour pouvoir passer à autre chose et admettre qu'on est blessé. OK, ça m'a fait du mal, ça m'a fait du tort. J'analyse un peu, du coup, où est-ce que ça résonne en fait en moi, parce que souvent dans son corps, il y a des manifestations qu'on ne réalise pas. En fait, c'est émotionnellement, il se passe des choses, en fait. Souvent, c'est digestif. On peut avoir des douleurs au ventre, des manifestations dans le pancréas, par exemple. Le pancréas, c'est là où toute la colère et ouais, c'est là où ça se manifeste. On peut avoir des kystes, on peut avoir des brûlures. Ça va jusque-là ? Ça va jusque-là, en fait. C'est que mon corps est une vraie boussole. Ça me donne vraiment une information. Si je suis suffisamment à l'écoute de mon corps, je sais que là, quand ça contracte au niveau du cœur, peut-être qu'il y a une émotion ou il y a une parole qui m'a blessée. Et donc, ça veut dire quelque chose. Et c'est important de mettre l'accent et l'œil, en fait, sur ce genre de signes, en fait. Et aussi de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Donc, que ça soit en écrivant, en s'écrivant à soi déjà, de dire, OK, j'ai vécu telle situation, ça m'a posé tel sentiment, je ressens telle chose dans mon corps, j'ai envie de me délester de cette douleur, donc j'écris, alors que ce soit à moi ou à la personne. Je suis pas obligée de lui montrer la lettre d'ailleurs. Ça peut être juste une lettre pour me libérer déjà mon cerveau, mon cœur, pour pouvoir poser les choses par écrit. Je suis pas obligée de l'écrire, de lui montrer cette lettre. Mais c'est important de passer par l'écrit. Et alors pour les gens qui sont conscients de cet aspect lunaire, c'est souvent à la pleine lune que c'est important de faire ce genre de lettres de guérison pour pouvoir justement amplifier ce sentiment-là. Donc accepter de lâcher prise et aussi de cesser de croire que tout est de ma faute. Alors tout le monde a sa part en fait dans une relation et ça veut rien dire non plus sur qui je suis. Ça veut dire que cette personne qui était à ce moment T, elle a pris le meilleur choix pour elle à ce moment, que ça soit l'autre personne ou que ça soit moi aussi. Et c'est aussi faire le deuil de cette personne qui est plus la même maintenant, qui a vécu une situation, qui a grandi par rapport à ça, qui a évolué. Oui, je sens que tu veux dire quelque chose. Non, je voulais poser une question, mais alors, comment, dans ces cas-là, intervient le coach ? Alors, le coach, il peut être là vraiment pour soutenir tout ce processus-là. Pour moi, c'est important. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses, parce que j'ai deux casquettes, à la fois celle de coach et de thérapeute. Oui. Pour moi, le coaching, c'est difficile d'être sans thérapie parce qu'on a besoin de guérir de certaines choses pour pouvoir avancer. Et c'est important de comprendre qu'il y a eu des traumatismes. On ne reste pas dans le passé. On comprend le passé pour mieux appréhender l'avenir. C'est ça qui est important. Donc, on va partir de l'accueil, de la compréhension, de la compassion et de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'en tire de cette situation ? C'est quoi que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Comment j'ai grandi? Comment, avec ça, ça peut être une ressource transformer, en fait. Transformer cette situation en positif.
C'est ça qu'on va chercher à faire et à mettre une lumière en fait sur les aspects positifs de la situation. Et c'est se donner du temps aussi. Se donner du temps, c'est important. On n'est pas obligé de le faire tout de suite si c'est pas OK pour nous. On n'est pas OK avec le fait de pardonner, d'accord? C'est bien. L'auto-hypnose, donc, dont on parle à partir de ce soir, donc c'est un cycle qui commence avec moi. Ça peut être une bonne solution aussi pour pouvoir justement dépasser certains blocages émotionnels, pour pouvoir programmer un avenir plus radieux, plus rayonnant, pour pouvoir mieux appréhender sa perception corporelle, de se dire ok, quand il se passe ça, ça veut dire telle chose pour moi. Et l'auto-hypnose, c'est vraiment un outil, et l'hypnose, qui est pour moi important. Je ne veux pas dire essentiel, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas qui peut vraiment faire un switch important en fait. 27 février, 20 mars, 24 avril, 3 dates. 3 dates parce qu'en fait, en 3 sessions, on apprend tout le processus pour déjà comprendre ce que c'est l'auto-hypnose, l'induction, c'est-à-dire la mise dans un état de conscience modifié en fait, qui va me permettre d'accéder justement, de faire qu'on dit surmonter le facteur critique. Le facteur critique, c'est le mental en fait qui bloque souvent. Et donc on va passer au-delà de ce mental pour pouvoir justement actionner dans la carte mère du cerveau en fait. C'est un peu ça. Pour pouvoir justement ajuster s'il y a des choses qui fonctionnent pas bien ou qu'on voudrait améliorer. C'est souvent l'hypnose qui permet de faire ce travail. Je dis pas qu'en coaching on peut pas le faire, mais c'est différent en fait. C'est que là ça va être plus laser. Bien, on note tout ça et on va vous retrouver très rapidement, Iman. Très rapidement. Rapidement. Dans un débat. Oui, un débat, on va. Sur l'auto-hypnose, non? Non, on va parler de la femme, puisque le mois de mars, c'est le mois de la femme. C'est le mois, alors pas de la femme, oui. On est d'accord, mais en tout cas sur les droits de la femme. Et moi, ce que j'ai envie vraiment de développer, c'est le côté leadership féminin, et de dire comment, on parle souvent de la femme poteau-mitant. Est-ce que c'est une vraie réalité? Est-ce que les situations évoluent? Est-ce qu'on a le droit d'être vulnérable en tant que femme? Enfin voilà, c'est toutes ces choses qui m'interpellent, m'intéressent. C'est bien noté. Voilà. Pardon. Merci. Madame Salomon est arrivée. Bonjour. Bonjour, monsieur Santonis. Vous êtes adjointe au maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Tout à fait. Si vous venez ici, c'est que vous avez quelque chose d'important à nous dire. Ah oui, je suis venue vous dire aujourd'hui que nous poursuivons nos actions sur la ville de Pointe-à-Pitre dans le cadre du bien vieillir, parce que nous tenons à ce que nos administrés seniors vivent bien en ville. Donc nous faisons tout pour qu'ils aient les informations nécessaires pour que leur situation soit la plus favorable possible. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que le 2 mars prochain, nous allons recevoir les pré-retraités et les retraités de chez nous qui sont en situation difficile. Cette manifestation va se dérouler en 2 temps. Le matin, ce sera vraiment où? Ce sera à Rimini-Souta. À Rimini-Souta, où nous allons accueillir les assurés pour voir avec eux leur situation. Alors, il y en a qui seront pré-retraités, il y en a qui auront déposé déjà leur dossier au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale. Il y en a qui seront retraités, mais qui se retrouvent dans des situations difficiles. Vous savez aussi bien que moi que beaucoup de nos seniors ne vivent pas avec des ressources suffisantes. Donc, ce sera l'occasion d'examiner, mais directement avec eux, leur situation, avec des techniciens de la Caisse générale de sécurité sociale, des techniciens de la CAF. Nous aurons aussi les agents de la maison France Service que nous avons inauguré dernièrement pour les accompagner dans ces démarches-là. Et ces agents France Service seront dans le bus de la région, le bus France Service de la région. Donc, nous mettons en œuvre tout le nécessaire pour que nos administrés pointois soient bien accueillis et pour qu'on puisse leur donner
la situation exacte de leur dossier au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale et au niveau de la CAF aussi. Et j'insiste au niveau de la CAF, parce qu'on se rend compte qu'il y a des assurés qui sont à la CAF et qui ont 67 ans et qui ne sont pas encore retraités. Oui, alors, nous voulons régulariser cette situation, parce qu'à partir de l'âge de 67 ans, il y a encore des aides qui rentrent en œuvre pour améliorer la situation de nos seniors. Alors, il est difficile pour nous de comprendre que notre population n'aille pas chercher son dû, que des gens vivent... Ils n'ont pas suffisamment d'informations aussi. Pardon ? Peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations. Eh bien, c'est justement pour cela que nous mettons tout en œuvre. Nous ne lâchons pas le morceau, puisque ça fait peut-être quelques mois, j'étais ici chez vous pour vous annoncer que nous allions informer nos administrés sur toutes les possibilités qu'il y avait dans le cadre du logement, de la santé, des loisirs, etc. Maintenant, nous poursuivons nos efforts parce que nous voulons qu'à Pointe-à-Pitre, nos seniors vivent bien, avec les ressources auxquelles ils ont droit. Parce que les aides sont là, les ressources sont là, mais il est reconnu par une statistique récente, par une étude récente, que les gens ne demandent pas ces aides-là par méconnaissance. Et nous savons très bien qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de carrières qui sont tronquées. Les gens n'arrivent pas à voir leur carrière, la totalité de leur carrière. Donc, ce sont des retraites qui sont amoindries. Donc, nous voulons absolument réparer tout cela, et essayer d'aider les gens à avoir ce minimum vieillesse qui doit se situer aux alentours de 960 €. Alors, Madame Salomon, c'est vous qui invitez les gens ou les gens viennent spontanément ? Nous invitons les gens, déjà, puisque la Caisse générale de sécurité sociale, la CAF, met déjà en œuvre leur fichier pour appeler les gens, pour les inciter à venir. Mais nous aussi, au niveau du CCAS de notre ville, nous avons un fichier de personnes qui auraient peut-être aimé avoir une situation meilleure en termes de ressources. Nous avons tous ces fichiers-là. Donc, le matin, ce sera vraiment pour examiner les situations des pré-retraités et des retraités, mais vraiment situation individuelle. Et l'après-midi, à présent, nous allons faire appel à tous nos partenaires, toutes les institutions ou toutes les personnes qui ont contact avec les seniors, elles doivent être en mesure de leur transmettre l'information. Nous ne faisons pas un coup, nous faisons ça dans la durée pour que les gens soient au courant de toutes les possibilités qu'il y a au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale pour apporter, en termes de ressources, un meilleur confort à nos seniors. C'est ce que nous voulons pour cette journée du 2 mars prochain. Rendez-vous à quelle heure ? Le rendez-vous, c'est à 9h, de 9h à 12h pour les assurés et de 14h à 16h pour les partenaires. Donc, les partenaires, ce sont les centres de vie sociale, les entreprises de services à la personne, ça peut être des bailleurs sociaux. Comme je vous dis, tous ceux qui sont en contact, parce que pourquoi je dis bailleur social aussi ? Parce qu'il se peut qu'un senior n'arrive pas à payer son loyer. Mais c'est l'occasion pour nous de savoir, mais est-ce que ces ressources sont suffisantes ? Est-ce que ce senior a demandé tout ce à quoi il a droit ? Parce qu'il y a un certain nombre de prestations, je ne parle même pas d'aide, un certain nombre de prestations que nos seniors ne demandent pas, par pure méconnaissance. Donc, il faut que nous on rétablisse la situation, qu'on les aide à rétablir la situation. C'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui ont dans leur voisinage, à leur côté, des seniors qui savent un peu juste aux entournures, de nous les envoyer. C'est confidentiel. Ce sont des techniciens de la Caisse générale de sécurité sociale et de la CAF qui vont les consulter. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas dans de bonnes conditions. Mais c'est l'occasion où jamais, sans rendez-vous, ils viennent à 9h et on met tout
en œuvre pour les recevoir et leur offrir, vérifier qu'ils ont toutes leurs prestations. C'est déjà un premier point. Et voir comment nous pouvons les aider à augmenter leurs ressources. Ça se fait sous la bannière du CECAS de Pointe-à-Pitre, j'imagine. La ville de Pointe-à-Pitre, le CECAS s'est associé aussi à cette démarche-là. Il n'y a aucun souci. Bien, on a pris mot et on vous remercie d'être venu dire ça. On espère que cette manifestation va rassembler le maximum de personnes, de seniors, c'est ça? Nous comptons sur cette diffusion, que beaucoup de gens, grâce à votre canal, aient entendu le message que je suis venu porter ici et qu'ils viennent en masse. Oui. Si tant est qu'il y ait autant de personnes en difficulté sur notre territoire, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais ils peuvent venir aussi nombreux. Nous serons organisés pour les recevoir et faire le nécessaire pour qu'ils aient leur dû. Bien, c'est avec cette parole qu'on va clôturer le ZCL aujourd'hui. Je rappelle que au début, nous avons reçu Mme Brigitte Saint-Maximin, justement, qui est chef de pôle l'aide à l'action sociale et qui était venue justement parler de l'aide ménagère citoyenne que le conseil départemental met en place pour les personnes justement en difficulté, personnes âgées, aide ménagère. Alors, elle m'a donné un numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé et que vous avez besoin d'une aide ménagère, 0590 99 77 92, et là on vous met à votre disposition une aide ménagère, bien sûr sous après avoir vérifié vos ressources, l'adresse, etc. Mais c'est très important parce que beaucoup de personnes âgées ont des difficultés pour la cuisine tous les jours, pour les courses, pour se déplacer même, et donc on a besoin de cette aide ménagère. On a reçu aussi Claude Louba, animateur du centre social de Moudong, ville de Bimao. Pourquoi? Parce que à l'occasion de la journée de la femme, il y a une exposition qui est prévue sur la femme à partir du 3, c'est au jardin de Moudong, et ce jardin qui va désormais servir de lieu pour pouvoir faire un certain nombre d'expositions. Marie-Hélène Salomon est là. Iman nous a parlé du pardon. Pardon, Iman, si j'ai dit le nom dernier. Et puis, l'actualité, c'était la mobilisation à Port-Louis autour de Cabana Beach, parce que vous savez qu'il y a un véritable problème là-bas avec ce restaurant qui est installé sur la plage et que ça crée quelques difficultés avec la collectivité. Et donc, il y avait un grand mouvement de solidarité ce week-end à Port-Louis. Et on a vu un peu ce reportage. On a parlé aussi de l'hommage à Sonny Rupert. Sonny Rupert, c'est un patriote poète guadeloupéen. Chaque année, à la même période, les patriotes et nationalistes vont sur sa tombe à Cap-Escient lui rendre un hommage. Il est mort en 1991, il avait 51 ans, et sa mémoire est encore vivante. Sonny Rupert, c'est un poète guadeloupéen qui a rédigé cette œuvre magistrale qu'on appelle cet igname brisé, qui est la terre natale. On a été faire un tour à Lens-Bertrand pour la fête du pois. Alors, en tout cas, dit que panier à 6 points en Guadeloupe. Le maire de Lens-Bertrand dit que désormais, poids 10 points, que vous commencez à prendre ballon. Et à Noël, on en aura. Et puis, on est allé à Sainte-Anne pour le Jurassic Park. Je ne sais pas, Iman, si vous irez voir ça, mais en fait... Bien sûr que j'irai. Ah oui, bon, elle ira voir avec son fils. Bien, Jurassic Park, qui est à Sainte-Anne. Voilà. Et puis, dernier mot sur le focus du jour, c'était sur les dates d'indépendance des nations de notre Caraïbe. Alors, aujourd'hui, c'est le 27 février, et c'est le 179e anniversaire de l'indépendance de la République dominicaine. La capitale, vous le savez, ceux qui ont été, c'est Santo Domingo. Le pays fait plus de 48 000 km. Et il y a quand même une population de 11 millions d'habitants à Santo Domingo. Le drapeau est là, vous le voyez. Et donc, c'est avec ça qu'on va terminer. La réalisation est assurée par Yann. On se retrouve demain à la même heure pour une autre édition du ZCL. Ciao, bye bye. Voilà, retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir, je vous l'ai dit, monsieur Claude Louba. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur. Il est animateur du centre social de Moudong, ville de Bimao. Et il est venu avec un artiste qu'on va découvrir. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, monsieur Louba, expliquez-nous un petit peu la présence de cet artiste avec 2 tableaux de belles femmes bien colorées. Alors là, sa présence aujourd'hui avec ses œuvres, c'est simplement en avant-première par rapport au 8 mars, qui est la journée nationale de la femme. Oui. On va mettre en avant ses œuvres parce que c'est déjà un bémaocien qu'on veut mettre à l'honneur. Et par rapport aux actions du centre social, c'est avec la population qu'on a décidé d'œuvrer. Et là, ils vont découvrir un jeune de Bémao, un jeune artiste de Bémao qui démarre dans ça. Alors, on va l'interroger. Depuis combien de temps vous faites de la peinture? J'ai commencé à peindre en 2016. Oui. Et en 2014, je faisais des t-shirts personnalisés. Mais vous êtes formé vous-même ou bien vous avez fait une école de formation?
C'est venu tout seul en fait. Tout seul? Tout seul. Et en 2018, j'ai rencontré certains artistes comme Joël Nankin, Stick, Pac-Man. Et ça vous a orienté un petit peu? Ouais. Vous avez déjà fait des expos? Oui, j'ai fait une en... Quelle année encore? 2021, à Rimini-Souta. D'accord. Ça a duré une semaine. Et là, vous êtes venu avec 2 tableaux pour des femmes pour le 8 mars, puisque M. Lobal a dit, ça a été fait spécialement pour le 8 mars. Seulement 2 tableaux, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Il y en a d'autres, en fait. Ah, il y a d'autres. D'autres, vraiment. Il y aura combien de peintures? Cette fois-ci, 8. Ah, il y aura 8 tableaux. C'est pas beaucoup, hein, comparé à ça. De ce format-là? Ah oui, en plus. Oui. Il y aura plus grand aussi. Plus grand aussi. Ah, il y en a de plus grands? Oui, j'ai un tableau de 2 mètres quand même. Et monsieur Lobal, comment ça se passe avec un artiste qu'on le découvre et après si on veut le booster un peu? Comment ça, le centre social de Moundong organise ça? Comment ça s'est passé? En général, on va à la recherche de ces artistes-là parce que normalement, le centre social de Bimao, de Moundong, normalement a vocation à travailler, si tu veux, avec les acteurs du territoire. Oui. Et moi, par rapport à mes actions, moi j'ai voulu éventuellement mettre en avant les personnalités qu'on ne connaît pas. Et ça permet au centre social d'avoir une animation tout au long de l'année. Et voilà. Et Georgie, dans son nom, j'ai fait sa connaissance par le biais de notre agent, collaborateur de maison de quartier du bourg de Bimao. Il m'a dit, si je rencontre ce garçon-là, éventuellement, ça me dirait de travailler avec lui. Effectivement, j'ai été chez lui. Quand j'ai vu chez lui, c'est pire qu'une salle d'exposition parce qu'il y a des tableaux partout. Et par rapport à l'ouvrage qu'on doit mettre en avant aussi le 3 mars. Ce sera où exactement? C'est dans les jardins du centre social. D'accord. Voilà. C'est un lieu qu'on invite la population bimaotienne à se réapproprier. Et même la population de Moundong à venir par rapport aux manifestations que nous créons de temps en temps. Alors, vous avez fait un focus sur un peintre, mais il y a d'autres types d'artistes aussi. Tous ne sont pas des peintres, comme dans Bimao. Ah non. Lors de notre première rencontre littéraire, on a eu M. Christian Lomba, qui a présenté son ouvrage. Un ouvrage, oui. Oui, tout à fait. Et par la même occasion, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune styliste qui s'appelle Christelle. Et de fil en aiguille, ça s'est maillé. C'est-à-dire que l'ouvrage de M. Christian Lomba relate un peu notre histoire par rapport à l'arbre généalogique. Et à travers l'Afrique, cette styliste, normalement, modéliste, créait aussi des modèles par rapport à l'Afrique. Et ça s'est emboîté. Et là, maintenant, par rapport à l'ouvrage de M. Aubert Ripon, qu'on va découvrir peut-être par la suite, normalement, il est en relation aussi avec des femmes. D'accord. Et de fil en aiguille, j'ai voulu assembler les deux. Il y a tout un programme que vous mettez en place, en fait. Mais ça vient comme ça. On cherche les acteurs du territoire et ça s'en maille tranquillement. Puisqu'il y en a quand même à Bimao. Il y en a, justement. Quand on voit le carnaval, on voit bien que Bimao, il y a une richesse culturelle importante. Et donc, mais alors, ce que je voudrais bien quand même comprendre, c'est que animateur du centre social de Moundong, mais pas que dans l'artistique, vous faites autre chose quand même. Alors, je suis animateur au centre, mais je suis plus basé à la direction enfance, jeunesse et cohésion sociale de la ville. Et en transversalité, on essaie de mettre des actions en partenariat avec presque tous les services qui œuvrent dans le social. Mais le centre social travaille aussi pour les petits, en général pour la famille. On a plusieurs actions à destination de la population. D'accord. Alors, je reviens. Alors, une fois que cette exposition sera finie, il y a déjà quelque chose en l'air déjà, parce que en général, on dit que l'artiste ne s'arrête jamais. Oui. Là, j'ai envie de faire plusieurs expos cette année quand même. Ah bon? Oui. En dehors de celle du 3 au 8 mars. J'ai une prévue à Rimini-Souta. À quelle période? Du 7, à partir du 7, peut-être jusqu'au 10. Oui. Sur quelle thématique qui a été Toujours la femme. Toujours la femme. Ah, vous aimez beaucoup les femmes, alors. Non, enfin, on voit les tableaux qui sont faits
Ce sont des modèles ou bien c'est uniquement l'imagination? C'est l'inspiration, en fait. Ah, c'est l'inspiration, ce ne sont pas de vraies personnes qui ont été dessinées? Non. Non, c'est comme ça. Oui, ça vient comme ça au travail. Je regarde la télé, l'inspiration, et voilà. Alors, l'autre aspect pour l'artiste, c'est qu'on pose souvent la question, comment un artiste vit de son art? Ah, c'est très difficile, je ne mens pas. Faut se faire connaître. Ah, c'est très difficile? Pourquoi? Parce qu'il faut se faire connaître, en fait. Parce que les tableaux, ça se vend quand même. Oui, mais pas tout le temps. Pas comme on le voudrait des fois, surtout avec la période où on vit en ce moment, le Covid et tout. Parce que quand vous faites une exposition, vous mettez à peu près une dizaine, quinzaine de tableaux, vous ne retournez pas chez vous avec les 15 tableaux quand même. Non. Okay. Tu en vois quand même un petit peu quand même. Ah, on en voit quand même. Oui. Et pour l'exposition du 3 mars, ça va durer jusqu'au 8 ou au-delà? Alors, ça va durer jusqu'au 8, de manière à faire vivre aussi l'animation au sein du centre social. Oui. Mais ce qui est très intéressant pour nous, avec Georges, on en a discuté, c'est à ce que l'exposition puisse être itinérante sur tout le territoire par la suite. Tout le territoire de Bémao? De Bémao. Oui. Parce qu'on a plusieurs maisons de quartier. Oui. Ça serait bien qu'un jeune Bémaocien puisse se faire connaître déjà sur son territoire et évoluer par la suite. Alors, l'autre question, c'est peut-être la dernière, c'est que quelquefois, les collectivités achètent des tableaux aussi. Ils achètent et aussi l'auteur d'IFA donne. Oui. Alors, est-ce que la mairie de Bémao va peut-être le faire Ben, on verra, parce que c'est un projet. Oui. C'est un projet et on a le temps d'en discuter et peut-être que ça ira. Ouais. Et donc, en parlant de projet, vous avez déjà d'autres projets en l'air? Justement, ouais, on en a déjà d'autres, ouais. Oui, vous ne voulez pas encore dire? Non, justement. On laisse découvrir top déjà secret pour l'instant. top secret pour l'instant. Mais écoutez, monsieur Loupa, merci. Georges aussi, on vient d'avoir ça, cette exposition du 3. Donc, vous avez dit dans le jardin de... Dans les jardins du centre social. Oui. Exactement. Où exactement? Ben, je ne sais pas si vous voyez, c'est vaste, c'est grand. Oui. C'est un jardin qui est obé. Oui. Il y aura une installation pour accueillir... Normalement, on est venu ici aussi pour présenter l'œuvre de M. Aubert Ripon, oui, qui a écrit une autobiographie. D'accord. De son histoire. C'est un roman? C'est une autobiographie simple. Et il sera à partir du 3 aussi? Du 3, oui. Oui. Lui, c'est la journée le soir à partir de 18h au centre social. D'accord. Et il va présenter son œuvre et il y aura un animateur qui va faire vivre cette histoire. Il y a un bon dynamisme culturel là. On a voulu amener la touche culturelle au sein du centre social pour que les habitants du territoire de Mondongue puissent venir se réapproprier le centre. Oui. Disons le jardin, parce que c'est un jardin, on a aussi... Vous l'avez aménagé, il est amélioré? Non, il n'est pas encore aménagé. Justement, ça donnerait envie de faire d'autres choses dedans. Oui. Parce que là, pour la Noël, les fruits du jardin ont été le groseille et le pois d'Angole. Oui. Et on a des petits projets autour du jardin. Et on a eu aussi l'arbre de Noël en décembre, des enfants. Ah bon, il y a des choses qui se font. Oui, c'est un truc qui doit progresser dans le temps, au fur et à mesure. D'accord. Bien, ben, on prend mot pour le 3. Et puis, on vous souhaite de continuer à œuvrer. Merci. Et puis, ne vous inquiétez pas, la langue, vous savez, Joël, donc, il a commencé, vous m'avez parlé de lui, il a commencé, il était en prison, personne ne le connaissait, puis progressivement... Après, comme il m'a dit, il est allé dans les rues de Pointe-à-Pitre. Mais oui, il faisait dans les rues, il faisait des petits... Moi, j'ai un t-shirt qui m'avait fait dans la rue. Puis il en achetait encore, il en faisait. Ouais, non, mais l'artiste en général commence petit et puis il monte en gamme. Voilà. Donc, au regard de ce qui se fait là, on espère que... Oui, monsieur. Mais justement, vous avez rebondi sur l'histoire de Nankin, qu'il a commencé à créer en prison. Oui. Mais l'auteur qu'on doit présenter aussi le 3, oui, il a fait aussi de la prison. Ah bon? C'est un Bémaocien. Donc, quand je dis Bémaocien, il habite le territoire de Mondongue. Oui. C'est son autobiographie qu'on va mettre en valeur. Comment s'appelle l'ouvrage? Quoi? L'ouvrage s'appelle Aubert Ripon. Non, l'ouvrage même. L'ouvrage, c'est de Blackman. Oui. Au Presse de l'Éternel. D'accord. Bon. Voilà. Bon, ben, je vois qu'au niveau culturel, vous, comme on dit, vous avez porté manuel. Mais fait une petite méthode. Hein. Oui, ni méthode. Ok. Bon, merci d'être venu en tout cas. Okay. Bonne expo. Et puis, on reste en contact quand il y aura des choses au jardin. Mais je sais déjà, je vous donne rendez-vous le 3 pour passer faire absolument, un zoom sur l'événement, quoi.
Tout à fait, on avait fait un tour là. Voilà, il est déjà 13h09. On revient à l'actualité. Ben, hier, l'actualité, c'était la fête du pois à Lens-Bertrand. Alors, vous savez que la Guadeloupe, nous avons toute qualité pois d'Angole, pois canne, pois beaucoup sous, etc. Et hier, la municipalité de la commune et le parc national de la Guadeloupe ont décidé ensemble de faire une journée du pois. Et donc, j'ai envie de dire, c'était même une journée de pois, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues s'inquiéter sur le pois, voir un peu comment planter des pois, parce que nous avons bon pois ici. Et je me souviens qu'à la période de Noël, on disait qu'il n'y avait pas suffisamment de pois de bois. Mais peut-être que désormais, on va reprendre un petit peu la culture de ces pois, d'autant plus que le pois de bois, c'est pratiquement un médicament. Il y a des gens qui ne le savent pas. On regarde un peu ce reportage de Vianney Valdez. C'est parti. La journée des pois est l'événementiel du projet pois. Le projet pois a plusieurs volets. Il y a un volet banque de graines, un volet production de pois. Il y a aussi un volet transformation et aussi un volet commercialisation. Et le volet événementiel, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le but du volet événementiel, c'est de rassembler sur un même site des agriculteurs, des agrotransformateurs, des artisans et qui travaillent aussi les pois, les graines de pois non comestibles et faire aussi de la pédagogie. On a fait des stands pédagogiques pour les enfants et en dehors de ça, de faire de la communication autour des pois avec un bicaparole ou encore des conférences. Lens-Bertrand, c'est un pays, un endroit où les pois poussent naturellement, facilement. Et il y a de cela une quarantaine d'années, Lens-Bertrand était le grenier de la Guadeloupe en termes de pois d'Angole, parce qu'on fournissait des pois à toute la Guadeloupe. Et aujourd'hui, ça s'est perdu. Donc je veux le remettre au goût du jour parce que au-delà de simplement l'aspect économique, il y a un aspect santé, un aspect nutritionnel important parce que le pois, c'est un aliment qui peut remplacer la viande. Le pois, ça permet aussi en même temps de protéger l'environnement parce que ça permet d'enrichir le sol en azote pour que les autres cultures qui viennent après le pois puissent mieux se porter. Ça belle tout bonnement, c'est une belle initiative et c'est un bel encouragement pour nous aussi. Ça permet nous de comprendre que nous pas arrêter à terre, mais nous là, nous porter mon œuvre et c'est une belle idée tout bonnement. Ça permet de rassembler la production de pois de ramener la production de pois vers les consommateurs. C'est vraiment le but de faire de la sensibilisation pour que les personnes, la population de la Guadeloupe puisse comprendre la raison pour laquelle il faut planter des pois et consommer des pois. Aujourd'hui, on a été conviés à cette manifestation pour valoriser le pois de chez nous, donc le pois en tout genre. Et donc du coup, là j'ai travaillé sur ma préparation et donc j'ai fait un sorbet de pois que j'appelle pois savon rouge, chocolat pays. Moi aimé ça, moi aimé transformer. Et comme en TV travail, on produit frais et donc on a eu l'idée de faire en glace. Et comme moi aimé faire glace, donc c'était l'idée là, ça quand on vient de trouver. Donc on peut trouver d'autres produits encore à base de pois, mais je là c'est ça un travail. Qui m'a dit nous qu'il faut faire sorbet avec pois au sorbet. Bien, on va à Sainte-Anne. À Sainte-Anne où il y a eu l'inauguration de quelque chose d'assez particulier. C'est le Jurassic Park de la Guadeloupe. Semble-t-il, c'est le premier parc de ce type-là dans la Caraïbe. Jurassic Park, je vous le rappelle, c'est un film sur une époque révolue, l'époque où il y avait un certain nombre d'animaux qui ont disparu, des dinosaures, etc. Et donc, Joël Deschamps, le président de Karuquera Land, a décidé de donner une autre dimension à son lieu de, je veux dire, pas de résidence, mais un lieu d'amusement. C'est pas encore un parc, c'est pas encore un Disneyland, mais c'est Jean Karuquera Land et ça c'est aussi intéressant. On regarde ce reportage de Maurice Cessé qui est encore sur place en Guadeloupe. C'est parti. Très heureux parce que le public apprécie.
Donc c'est le ressenti avant tout du public qui me passionne. Donc je suis heureux, effectivement. Alors cette idée d'installer ce Jurassique ici en Guadeloupe, sachant que ça va être le premier, comment cette idée vous est venue? C'est toujours dans le processus de développement de l'activité, puisque une entreprise n'est pas supposée être sédentaire. Donc on est à la recherche constante de produits susceptibles de faire plaisir à la clientèle et qui soient au goût du jour. Personne ne peut ignorer l'impact du Jurassique et des Isonores sur le monde entier aujourd'hui, ce monde d'époque. Donc, c'est tout naturellement que ce projet est rentré dans le cadre. Maintenant, il était important de définir l'ingénierie, le comment, les coûts et tout cela. Donc, à partir du moment où ces éléments ont été réunis, donc c'est rentré dans le processus de développement de l'activité d'entreprise. Alors, je disais, c'est le premier port de la Caraïbe. Quel impact attendez-vous justement pour la Guadeloupe et notamment cette année, mais pour la Guadeloupe? Pour la Guadeloupe, avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une toute première dans la Caraïbe. Donc, cela aura pour impact, de maintenir notre population localement pour pouvoir découvrir ce genre d'activité sans pour autant partir ailleurs. Donc, c'est une économie supplémentaire, une dépense supplémentaire en moins pour nos compatriotes. Ça permet aussi de fédérer d'autres personnes de la zone Caraïbe, donc de différents territoires, de venir découvrir la Guadeloupe, cette petite île juste à côté qui est souvent contournée. Donc en offrant une diversité et en offrant un produit exceptionnel. Parallèlement, vous avez aussi les croisiéristes qui sont de passage, qui ont besoin aussi de découvrir ce type d'activité. Ils viendront nous voir, et les touristes des séjours, bien entendu. Donc je pense que c'est une offre complémentaire qui rentre dans un champ nécessaire et important pour l'ensemble de la clientèle susceptible de fréquenter la Guadeloupe. On a vu votre équipe longuement applaudie ce soir, une équipe, je dois dire, composée essentiellement de jeunes Antillais que vous avez formés, qui sont aujourd'hui des personnes totalement compétentes, d'après ce que vous disiez dans votre discours. Tout à fait. Nous avons du talent, nous avons de la volonté, nous avons des gens. Donc il faut les valoriser, il faut faire en sorte que ces personnes puissent réussir leur pari, leur projet de vie, de faire rêver aussi les gens, faire rêver et rendre leur vie passionnante. Voilà, Jurassic Park Island en Guadeloupe à Sainte-Anne. On espère que vous aurez l'occasion d'aller avec vos enfants vous-même découvrir cette petite nouveauté. On prend la deuxième et dernière pause. On apprend nos prochains invités, Marie-Hélène Salomon et Iman Soudan avec eux. Avec elle, on va clôturer le ZCL dans son instant. Tout de suite. Donc quand tu regardes dans le film, c'est non, glacé, moi, tu je l'ai pas allé au Nilembé. Depuis tout petit, on va ta maman au Nilembé, mon sao. Regardez le siège arrière, monsieur. Regardez-moi. Il est fait en peau de bête. INS always move to the left, move to the right. And it's some music. It's music, but it's keeping everybody.